Bonjour et bienvenue à la première conférence virtuelle de l'AMCEP. Je m'appelle Miguel et c'est moi qui vais organiser cet événement au cours de l'heure et demie à venir. On va parler de l'avenir du travail après le Covid-19 et le rôle des agences d'emploi public. Nous avons un certain nombre d'orateurs très intéressants et nous aurons la possibilité de parler avec vous, d'obtenir vos questions, vos réponses. Avant d'aller davantage dans les détails de cette conférence en ligne, c'est un honneur pour moi de donner la parole au président de l'organisation accueillante, M. Madani, le président de l'AMCEP, et aussi le directeur de l'emploi public au Maroc. Monsieur le Président, la parole est à vous. Je vois que la connexion ne fonctionne probablement pas de ce côté. Permettez-moi de vous dire que plus de 80 personnes se sont enregistrées pour cette conférence sur 5 continents, donc on voit que l'étendue est assez importante au niveau de la répartition géographique. Aujourd'hui, nous allons parler avec différents orateurs sur l'avenir du travail qui vient de se transformer, parce que je pense qu'on peut vraiment dire que beaucoup de choses ont changé. On le voit, il y a des conférences, des choses qui se matérialisent. Et avec la crise que nous avons traversée, celle du Covid-19, tous les sujets sur lesquels nous travaillions déjà auparavant sont devenus de plus en plus d'actualité. On voit le monde est en train d'évoluer et de nouvelles questions se posent, notamment sur la sécurité. Quels sont les rôles des services d'emploi public? Quelle sera la place du dialogue social à l'avenir? Est-ce que le travail sera garanti? Toutes ces questions sont de plus en plus importantes, plus critiques qu'auparavant, et c'est à nous, aux agences d'emploi, aux services d'emploi public, de créer un marché de l'emploi qui sera adapté à la nouvelle réalité. La crise du Covid-19 est différente des autres crises que nous avons connues. Par exemple, la crise financière que nous avons eue il y a de cela 10 ans, parce que le choc pour le marché de l'emploi est déjà en train de se produire. Il ne va pas se produire par après. Les effets sur le marché de l'emploi sont déjà bien présents. Plus de 400 millions d'entreprises de toutes les tailles dans le monde devront fermer ou ont déjà mis la clé sous la porte. Beaucoup travaillent à flux tendu, mais c'est également présent dans tous les secteurs. À la fin du mois d'avril, plus de 60% des employeurs et plus de 70% des travailleurs travaillent dans des pays qui ont été touchés par la crise du Covid-19. 1,6 milliard de travailleurs dans l'économie informelle seront touchés par une baisse de leur salaire, notamment aux États-Unis ou encore en Afrique subsaharienne. Donc on le voit, notre place est cruciale dans le cadre de cette crise. Les employeurs publics doivent déjà mettre en place des mesures pour permettre aux travailleurs de faire face à la situation. On doit également adapter les services pour devenir de plus en plus virtuels, si je puis m'exprimer ainsi, afin de pouvoir faire face à des flux que l'on ne connaissait pas auparavant. Et sur le moyen terme ou le long terme, il faudra peut-être changer les orientations de carrière afin de s'adapter à la nouvelle réalité. Il faudra repenser à la relocalisation des emplois. Les services numériques sont clés dans ce nouveau cadre. Il est important de mettre à jour les services numériques des services d'emploi public, mais aussi de mettre à jour les compétences des travailleurs, des employeurs en Europe, dans l'Union européenne, où 45% des salaires, des travailleurs parfois ne sont pas adaptés à la situation, à la nouvelle réalité numérique. L'accès à l'emploi, l'accès aux informations sur le marché de l'emploi, ce seront de nouvelles réalités qui devront évoluer.
Le télétravail sera de plus en plus présent et d'où l'importance de s'adapter au niveau numérique. Ainsi, l'avenir du monde du travail, le monde du travail tel qu'il est à l'heure actuelle, nous pousse à utiliser les nouvelles technologies que nous avons afin de pouvoir réduire et minimiser l'impact de la crise par laquelle nous sommes en train de passer. Il faudra également créer des situations où les agences d'emploi public pourront travailler en collaboration plus étroite, s'allier avec de nouveaux réseaux de partenaires. Ce sera essentiel et la coopération internationale est donc essentielle aussi. D'où l'intérêt de conférences en ligne comme celle-ci afin de pouvoir échanger les meilleures pratiques que nous avons. Voilà. Alors j'aimerais également saisir cette opportunité pour revenir à ce que nous essayions de faire auparavant, à savoir essayer de contacter Monsieur le Président. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bonjour. You can just go ahead and speak. Nous vous entendons, Monsieur le Président. Vous pouvez prendre la parole et commencer. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que je suis bien en ligne et que ma cam émet? Oui. C'est bon? I can hear you very well. Your webcam is not working, but if you like, you can just speak. Nous vous entendons très bien, mais votre caméra ne fonctionne pas. Mais vous pouvez tout simplement vous adresser à nous, évidemment. C'est un plaisir pour notre association, l'AMCEP, donc d'organiser ce premier événement par ces canaux virtuels. Je rappelle que l'AMCEP, c'est le réseau mondial des services publics de l'emploi, où on a eu jusqu'ici l'habitude d'organiser des événements en présentiel. Nous sommes un réseau transnational. Et donc, le contact qui nous faisait plaisir, c'était le contact direct. Mais là, le monde est en train de changer. Et bien sûr, nous, les services publics d'emploi et notre réseau des services publics de l'emploi s'adaptent, bien sûr, c'est évident, et bien sûr capitalise sur les évolutions que l'humanité est en train de réaliser. Les raisons d'exister de notre association, de notre réseau, c'est justement de permettre... je vais essayer de mettre en marche ma caméra, icon at the left side bar, and camera from there. Je vais essayer. Merci beaucoup. Attendez. Je n'arrive pas à repérer la cam. C'est la première fois que j'utilise cet outil. D'habitude, on travaille sur d'autres plateformes. Bon, je vais essayer de le faire pour ne pas vous faire attendre. Je vais essayer de repérer cette caméra. Bon, là, j'ai le micro et j'ai le haut-parleur. Mais la cam, en bas à gauche, je ne la retrouve pas. Je suis très désolé. Bon, je continue donc à vous dire ce que j'avais envie de dire. Donc, une des principales missions de notre association est de permettre aux membres de cette association d'échanger les bonnes pratiques, d'essayer de développer des convergences de points de vue techniques, puisque nous sommes des services publics pourvoyeurs de services publics. Donc nous sommes des praticiens, nous sommes des producteurs de procédures, nous sommes des producteurs de modalités d'intervention. Nous ne sommes pas une instance académique de réflexion, mais les meilleures réflexions que nous pouvons émettre et que nous avons pu bâtir jusqu'à présent n'ont eu de valeur que lorsqu'ils sont accouplés à des modalités opérationnelles d'intervention. Bien sûr que nous mettons
à la disposition de nos populations, de nos gouvernements. Et dans un contexte de crise, dans un contexte de détresse tel que celui que vit l'humanité en ce moment, nous sommes interpellés donc à fructifier davantage nos missions de manière à apporter le plus de gains de temps à nos populations, à nos gouvernements, à nos pays et à toute l'humanité. Aujourd'hui, la détresse, elle est universelle. La crise, elle est par effet de contagion, elle est presque universelle, dans des degrés bien sûr différents d'un pays à un autre. Mais là où la crise est commune, là où la crise est presque identique partout, c'est l'effet de cette pandémie, bien sûr, et de la crise qui en découle, sur la réalité de l'emploi et sur la réalité des marchés de l'emploi. Et comme nous sommes des services publics de l'emploi, donc nous sommes directement concernés, nous n'avons pas eu en pleine crise sanitaire à intervenir, ou on n'était pas très attendu en pleine crise sanitaire, mais pendant cette crise, on était interpellé pour mener des réflexions pour l'avenir et pour la reprise. Tout l'effet qui s'est produit pendant la pandémie sur le marché de l'emploi étaient des effets, je dirais, qui étaient estimés momentanés, puisqu'on ne pouvait pas décider ni déterminer quels étaient les dégâts consécutifs à l'évolution de la crise sanitaire, mais dès le début du retour à la normale, on va commencer à calculer, comme dans toute situation de détresse, dans les guerres, dans les catastrophes naturelles, c'est au moment du retour à la normale qu'on commence à calculer les dégâts, qu'on commence à mesurer les difficultés, les dysfonctionnements définitifs qui en découlent. Donc, nous, en tant que service public de l'emploi, on était interpellés pour nous projeter sur la période post-crise. On était peut-être les économistes, les scientifiques se sont exercés à ces exercices, mais il n'y avait pas beaucoup de place à la scientificité et tous les paramètres étaient perdus et personne ne pouvait se prononcer sur ce que serait l'impact définitif de cette crise sur la réalité du chômage, là où le chômage existait, donc quelle est l'amplification du chômage qui allait se produire, et bien sûr, personne ne pouvait se prononcer sur le choc qui allait se produire dans les pays où il y avait du plein emploi, dans les pays du Nord notamment. Donc, faute de repères clairs pour l'avenir, les services publics de l'emploi sont interpellés pour être vraiment prêts à gérer les différentes situations qui vont bien sûr être un peu différentes d'un pays à un autre, mais nous sommes interpellés pour plus de créativité et on est interpellé à ce que cette créativité puisse se produire et produire le maximum dans des laps de temps très réduits. Nous n'aurons pas du temps nous n'aurons pas la possibilité de prendre notre temps pour réfléchir, pour expérimenter. Nous devons avoir une réactivité aux attentes des économies de nos pays, à l'économie mondiale, d'où l'utilité de l'échange, d'où l'utilité du partage et des réflexions. Et c'est justement l'objet de cet atelier par visioconférence que l'AMCEP a le plaisir d'organiser aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association, au nom de toutes ces instances de gouvernance, au nom du secrétariat général. Je tiens à remercier l'équipe de notre secrétariat général, nos experts à Bruxelles, d'avoir pris le temps d'organiser cet événement, alors qu'on n'avait pas l'habitude d'organiser des événements virtuels, mais là, je vois que le coup est réussi, même si ma caméra ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore un espoir à vous dire bonjour par mon visage,
mais je n'arrive pas encore, malheureusement. Je remercie l'équipe et je tiens à saluer nos éminents intervenants qui vont bien sûr contribuer à cette réflexion collective, à enclencher cette réflexion collective sur le futur, bien sûr. Comme je le rappelle encore une fois, nous, les services publics d'emploi, on est plus interpellés au niveau de la reprise, au niveau de la phase de retour à la normale. On devrait accueillir peut-être plus de flux de chômeurs, peut-être des chômeurs qui n'étaient pas habitués à nos services, peut-être des chômeurs qui psychologiquement ne peuvent pas être assimilés à des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est des situations, il y a de forts risques d'être surpris par les flux, d'être surpris par les comportements, d'être surpris par l'état d'âme de ces gens qui dans l'état de choc serait doublé, le choc de la crise sanitaire et le choc de l'effet néfaste, l'effet économique néfaste sur leur situation personnelle, sur la situation de leur famille et donc sur la situation de toute la société. J'espère que ça va être un premier événement de cette nature et peut-être on ne tardera pas de nous rencontrer encore une fois pour justement commencer à analyser des choses. Je tiens à rappeler que l'équipe de l'AMCEP à Bruxelles a lancé en collaboration, en concertation, en co-travail avec l'OIT, une enquête auprès des membres. C'est des questionnaires qui ont été destinés à nos membres justement pour partager avec nous la manière dont on gérait la continuité de service dans le contexte du Covid et puis des questions par rapport aux projections à venir. Dès que ce travail, je sais que nos experts à Bruxelles sont en train d'exploiter ces questionnaires, les questionnaires de cette enquête. Et dès que les résultats de cette enquête commenceraient à prendre forme, je pense que ça va être l'opportunité d'organiser une petite conférence par ce même support, si cela serait possible. Mais je propose à ce que ce soit fait en collaboration avec le BIT, avec l'OIT, notre partenaire, l'Organisation internationale du travail, notre partenaire dans cette opération. Je suis convaincu que ça va être d'une richesse très consistante et ça va permettre donc à tous nos membres et à tous nos participants de tirer le maximum, justement pour qu'on soit tous à un même niveau de réactivité pour démontrer encore une fois que les services publics de l'emploi, et bien sûr un des bienfaits de cette crise, c'est que ça rappelle à l'humanité l'utilité de l'action publique, la pertinence de l'action publique et que ce monde ne peut pas vivre en dehors de la logique de la régulation par la force publique et par la légitimité de l'action publique. Et nous, les services publics de l'emploi, nous faisons partie intégrante de ce globe de l'entité de l'action publique. Donc nous nous repositionnons. Thank you very much, Mr. President. We have different... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, nous avons deux parties. Il y aura deux intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Et par la suite, nous aurons la possibilité de prendre des questions de l'audience. Alors, vous pouvez poser des questions. Ça, c'est un des avantages avec cette nouvelle configuration. Mais vous pouvez poser des questions quand vous le voulez grâce à la fonction de chat en dessous de l'écran. Et si vous appuyez sur le bouton chat, vous verrez une petite boîte où il est mis questions et vous avez justement la possibilité de cliquer dessus afin de poser votre question. Vous pouvez l'écrire à n'importe quel moment pendant les présentations. Et nous nous ferons un plaisir d'y revenir afin de pouvoir y répondre à la fin de la session. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter France Leroy. C'est un influenceur très connu. Il est très connu en tout cas dans le monde de l'emploi public. Des services de l'emploi public. Vous avez
certainement peut-être déjà entendu parler de lui si vous êtes actif dans ce monde-là. Il a un avis très intéressant sur ce qu'il en sera justement de l'avenir et du rôle des agences d'emploi public dans cette nouvelle réalité. Donc très intéressant de l'écouter sur ses vues à ce sujet. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, ça a été le PDG de DDAB. Donc, le service d'emploi public, certes petit, mais très intéressant de Flandre. Il est désormais à la retraite, mais il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ses vues. Fonce Leroy, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, mes chers amis de l'AMCEP. Je vais vous faire une présentation assez rapide sur l'avenir du monde du travail. Et j'espère que ma présentation, vous pourrez la voir. Mais permettez-moi avant tout de bien vous faire comprendre les attentes de ce qui va se passer. Je ne vais pas prédire ici la réalité du marché de l'emploi à l'avenir. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas prédire l'avenir, mais avant tout, parce que nous vivons dans un monde assez particulier, un monde plein de volatilité, de complexité, d'incertitude. Parce que nous vivons dans un monde comme celui-ci, il est presque impossible de prédire ce qui va se passer. Surtout avec cette crise du Covid-19. Et cette crise, et ce virus, on le voit, est parvenu à se répandre dans le monde entier très rapidement, à une vitesse incroyable. Il a créé et engendré de nombreuses incertitudes pour nos économies, nos familles, nos marchés de l'emploi, nos gouvernements. C'est aussi une question extrêmement complexe. Le virus lui-même est complexe. Il crée de nouvelles complexités également à tous les niveaux. Par exemple, comment devons-nous interagir entre nous désormais? Comment devons-nous travailler ensemble? Et puis ce n'est pas tout. Cela crée de nouvelles ambiguïtés. Je vous donne un exemple. Le déséquilibre entre l'approche humaine et l'approche numérique, qui est une nouvelle réalité désormais. Donc, nous vivons dans ce nouveau monde, ce paradigme nouveau. Alors, j'espère que j'arriverai à passer à ma présentation. Je vois que c'est possible. Magnifique. Et ce monde plein d'incertitudes et de volatilité, c'est ce qu'on appelle le monde VUCA dans le jargon. En tout cas, cette crise du Covid-19 n'est pas la dernière crise que nous connaîtrons dans la prochaine décennie. Ça, j'en suis sûr. Nous allons connaître de nombreux changements dans nos sociétés, dans nos économies et sur le marché de l'emploi, évidemment. Par exemple, vous avez l'intelligence artificielle, la révolution numérique, comme on l'appelle encore. Vous allez le voir, l'intelligence artificielle, l'apprentissage des machines, les ordinateurs intelligents, toutes ces réalités vont changer et transformer la face de notre monde, mais également transformer le marché de l'emploi dans un délai très rapide. Nous sommes aussi confrontés, et nous le serons encore plus dans les années à venir, avec de nouvelles pressions migratoires, à partir de l'Afrique notamment. Et également, la plus grande menace pour le monde à l'heure actuelle, le changement climatique. Cela va changer nos habitudes, changer également nos économies, le marché de l'emploi. Et cette crise du Covid-19 est une crise sanitaire, mais ce ne sera pas la seule crise sanitaire que nous connaîtrons au cours des prochaines années. Donc nous vivons dans ce monde très volatile, avec plein d'incertitudes, et beaucoup de changements vont se produire. Certains sont prévisibles, d'autres ne le sont pas. Quand je regarde l'évolution du marché de l'emploi, par exemple, fort de mon expérience en tant qu'intervenant du marché de l'emploi pendant plus de 40 ans, j'ai l'impression parfois de voir la main invisible, vous savez, celle dont on parle tant, qui interfère avec nos économies et nos marchés de l'emploi. Regardons par exemple les deux dernières crises importantes que nous avons connues. La crise financière, n'est-ce pas, en 2007-2008, et maintenant cette crise auquel nous sommes confrontés, celle du Covid-19. Eh bien, beaucoup de pays sont parvenus à atteindre des taux de chômage très faibles ou très élevés avant la crise. Et même avant les crises,
On parlait parfois de plein emploi. Certains gouvernements parlaient de plein emploi. Et tout à coup, en quelques mois, le monde du travail a complètement changé, le monde dans sa totalité a complètement changé, et nous sommes confrontés à des flux très importants de chômeurs. Et donc vous avez l'impression que au moment où vous allez enfin atteindre le plein emploi, vous avez cette main invisible du marché qui agit et qui provoque de nouvelles situations de chômage. Évidemment, inutile de dire que cette évolution, cette crise, tout ceci est très frustrant pour les gouvernements, pour les entreprises, pour les gens qui travaillent, et également pour les services d'emploi public. À l'heure actuelle, nous faisons face à des coupes d'emplois sévères, à des coupes budgétaires aussi sévères. Donc on réduit les emplois. Et puis, juste après, nous avons également beaucoup plus de chercheurs d'emploi. Donc la question est la suivante. Comment pouvons-nous reprendre le bon cours des choses, mais surtout, comment pouvons-nous nous relancer d'une manière plus durable? Afin que nous, en tant que service de l'emploi public, nous puissions anticiper ce type de crise auquel nous devons faire face. Je vais vous donner quelques cadres politiques qui, selon moi, devraient modifier le monde du travail, qui devraient faire du monde du travail un meilleur endroit. Donc le premier cadre politique, c'est donc un cadre que vous connaissez très bien chez l'AMCEP. Donc il s'agit des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'il est bien connu par les membres de l'AMCEP? C'est parce qu'il fait partie intégrante de la charte de valeurs de l'AMCEP. Il devrait aussi faire partie intégrale des stratégie de toutes les entreprises du monde parce que nous avons besoin, nous devons investir dans des solutions durables pour faire de notre monde viable aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi nous devons investir dans ces objectifs de développement durable. Et donc, les 6 P de ces ODD, c'est les personnes, la planète, la paix, le plaisir et le partenariat. Et grâce à ce cadre, que nous devrions donc l'adopter par les gouvernements, par les régions, les écoles, les ONG, les autorités locales, mais aussi devrait aussi être accepté par les services de l'emploi public. Le second cadre est une traduction du P de personne des ODD. Il s'agit d'un modèle finnois connu pour répondre à la question comment est-ce que nous pouvons gérer les personnes dans une entreprise? Comment est-ce que nous pouvons construire des relations durables entre les personnes et les entreprises? Donc, M. Ilmarine a développé ce qu'on appelle la maison du travail. Donc, ce que vous voyez là, sur la diapo, sur cette maison, nous avons plusieurs étages, nous en avons 4. Et en tant que service de l'emploi public, nous ne faisons pas seulement un match entre un rechercheur d'emploi et une entreprise, c'est en fait un match durable dans le temps, sur 4 dimensions, tout au long de la carrière de cette personne. Donc au premier étage, c'est un étage important, en particulier lors de la crise du coronavirus, c'est qu'il faut investir dans des personnes en bonne santé mentale et physique. Les personnes doivent avoir les capacités fonctionnelles de travailler. Et c'est pourquoi nous devons aussi chercher des entreprises qui investissent dans le bien-être de leurs employés. Il faut donc trouver un accord entre les
capacités physiques, mentales des personnes avec leur entreprise. Le second étage représente les compétences de base. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord entre les compétences des personnes et les compétences nécessaires à l'entreprise. Le troisième étage est aussi nécessaire. Il faut donc construire des relations durables entre les personnes et les entreprises. Donc non seulement il faut qu'il y ait une correspondance au niveau des compétences, mais les personnes doivent aussi partager les valeurs de l'entreprise et les entreprises devraient avoir les mêmes valeurs que les personnes. Donc à l'avenir, il faudrait aussi y avoir une correspondance entre les valeurs, donc entre les personnes et les entreprises. Le quatrième étage représente l'organisation du travail. Est-ce que les personnes ont du travail? Est-ce qu'ils peuvent assister à des formations? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir de l'aide dans leur carrière? Comment est organisée la communauté au travail? Donc, ces 4 étages sont extrêmement importants parce que si la correspondance se fait sur les 4 étages, dans ces cas-là, on peut dire qu'on a une correspondance aux 4, de manière holistique sur les 4 étages. Donc, bien sûr, ces 4 étages sont reliés par un escalier dans cette maison, mais chaque étage a aussi une fenêtre vers le monde extérieur, afin que nous puissions tous prendre aussi en compte les évolutions extérieures qui se passent donc, dans le monde extérieur. Par exemple, la diversité, l'inclusion, etc. Le second cadre est donc comment est-ce que nous pouvons construire et faire de nos entreprises des entreprises de workability, donc de capacité de travail, afin qu'on puisse développer des relations sur le long terme entre les personnes et les entreprises, et qu'il ne s'agit pas d'une seule correspondance, mais bien d'une correspondance holistique entre les entreprises et leurs employés. Le troisième cadre est le cadre des objectifs du XXIe siècle, des compétences du XXIe siècle. Et je pense que les services de l'emploi public devraient investir dans ces compétences du XXIe siècle. Non seulement s'assurer que les personnes qui travaillent pour les services de l'emploi public bénéficient de ces compétences du XXIe siècle, mais que tous les chercheurs d'emploi, tous les travailleurs puissent y accéder. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les bonnes compétences fonctionnelles et professionnelles, mais c'est aussi d'avoir les compétences générales nécessaires pour survivre dans un monde en plein changement. Donc, par exemple, dans le jaune, nous avons les compétences de la communication, de collaboration, des compétences sociales qui nous permettent de travailler avec un personnel diversifié. Nous vivons donc dans un monde numérique, une économie numérique, nous travaillons dans un marché du travail numérique, donc il faut avoir des compétences technologiques de base, des compétences informatiques et une réflexion informatique. Nous voyons aussi donc les compétences rouges. Il faut avoir une réflexion critique, de la créativité, avoir des compétences d'entrepreneuriat et être encouragé par les solutions. Il y a aussi ensuite les compétences vertes. Si nous travaillons à l'avenir et nous devons gérer la crise climatique, comment pouvons-nous penser à la réutilisation, la reconception, au lieu de toujours trouver des nouvelles matières, des nouveaux matériaux et créer beaucoup de déchets au final pour nos entreprises ou sur notre marché. Pour finir, nous avons les compétences bleues qui sont importantes sur le marché du travail de demain. Des compétences de carrière, des personnes qui peuvent créer leur propre carrière de manière autonomique
bien sûr avec l'aide des services de l'emploi public, mais il s'agit là de personnes qui ont envie d'apprendre, parce que l'apprentissage continu fait partie aussi du monde du travail futur. Donc cette partie-là qui est très importante pour moi aussi, la question est comment est-ce que nous pouvons accéder à ces compétences du XXIe siècle pour nous assurer que les personnes puissent anticiper les changements qui pourraient modifier leur carrière, qu'ils puissent diriger, gérer leur propre carrière, qu'ils aient suffisamment de force pour créer leur propre carrière, qu'ils aient suffisamment de créativité, qu'ils puissent trouver des solutions dans des équipes fortes. Mon 4e cadre est en relation avec la technologie et la digitalisation. Comment est-ce que nous pouvons mettre la technologie au service des personnes, au service du marché du travail et de la société? Pour moi, il s'agit d'une des plus grandes questions du futur. Comment est-ce qu'on ne peut pas parler de robotisation, mais bien de cobotisation, donc de trouver de nouvelles relations entre les humains et les robots. Nous pourrons utiliser les robots pour réaliser les tâches lourdes, répétitives, ennuyeuses. Les robots peuvent réaliser ce travail. Mais réservons le travail aux personnes, ce travail où il nous faut de la créativité, de l'empathie, du dialogue, etc. Si nous sommes intelligents, nous pourrons chercher plus de complémentarité entre les robots et les humains. Nous pourrons créer, grâce à ce nouvel équilibre, un meilleur monde, un meilleur travail pour tous les travailleurs. Et si nous souhaitons nous déplacer, nous diriger vers cette cobotisation, il faut les compétences nécessaires aussi. C'est pour ça que des compétences informatiques de base, de la réflexion numérique et des compétences sur l'information sont absolument primordiales pour ces compétences du XXIe siècle. Mais je pense et je suis convaincue que la technologie crée de nouvelles opportunités pour le marché du travail. Non seulement parce que l'économie se dirige vers le numérique, aussi du fait du Covid-19, mais aussi parce que si nous utilisons bien cette technologie, nous pourrons surmonter aussi certaines problématiques que nous trouvons sur le marché du travail. La technologie peut créer un marché du travail plus inclusif, parce que le travail difficile peut être éliminé. La technologie peut aussi créer et stimuler du travail plus dynamique, peut créer de l'emploi, peut augmenter des opportunités d'apprentissage continu. Donc utilisons ces technologies, considérons-les comme des opportunités pour améliorer le marché du travail pour les actifs de ce marché du travail, justement. Pour finir, quel est le rôle des SPE au XXIe siècle? Eh bien, on a déjà mentionné que je suis pour le rôle de responsabilité, de gestion du marché du travail, mais l'expérience aujourd'hui avec cette crise du Covid-19 et afin d'anticiper les crises futures dans les prochaines décennies, il me semble que nous devons porter nos responsabilités. Nous devons tout d'abord se porter responsable du bon fonctionnement du marché du travail. Et cela va au-delà de la concordance, bien au-delà. La concordance
n'est qu'une seule étape d'un marché du travail fonctionnel. Ce n'est qu'un seul élément sur ce marché. Nous devons aussi, comme je l'ai déjà dit, sur le long terme, nous devons soutenir les carrières durables. Nous devons nous écarter de ce que nous faisions auparavant. Nous devons soutenir donc les carrières durables et faire en sorte que les personnes, les actifs, reçoivent l'aide nécessaire à développer leur carrière grâce à des formations, à des conseils, etc. Nous devons aussi nous assurer que les personnes qui accèdent, qui bénéficient de ces compétences du XXIe siècle soient bien représentées aussi quand ils feront face à différents changements, quand ils devront changer d'un secteur vers un autre, d'un emploi à l'autre. Il s'agit donc aussi d'un travail de soutien des carrières durables et non seulement pour le soutien des personnes sans emploi. Une nouvelle dimension maintenant, qui ne fait pas partie de la stratégie sur le long terme de l'AMCEP, c'est le fait que nous devons non seulement nous concentrer sur les personnes en recherche d'emploi, mais aussi sur le monde des entreprises. Nous devons soutenir les entreprises, nous devons les aider à devenir des travails de l'emploi et de la capacité. Nous devons faire en sorte qu'elles puissent proposer des carrières aux personnes qui travaillent dans ces entreprises. Nous devons aussi soutenir les entreprises qui souhaitent investir dans les ODD parce qu'elles voient que si elles veulent exister sur le long terme, cette durabilité représente une partie importante de l'avenir. Donc nous, en tant que service de l'emploi public, comment est-ce que nous pouvons soutenir les entreprises afin qu'elles intègrent les ODD dans leur stratégie business? Donc diriger, ce n'est pas seulement diriger un côté du marché du travail et moderniser justement ce côté du marché du travail en investissant dans les formations pour les compétences du XXIe siècle. Il s'agit aussi des entreprises, des organisations et de comment nous pouvons faire en sorte que ces entreprises, ces organisations deviennent des entreprises et des organisations durables aussi pour leurs propres employés qui y travaillent. Pour finir, faites aussi ce que vous dites. Montrez l'exemple. Nous ne pouvons pas vous demander de simplement devenir ces maisons de possibilités, de ces organisations capables, si nous-mêmes, nous ne montrons pas le bon exemple. Si les ODD ne sont pas réellement au centre de nos propres stratégies. Et c'est pourquoi nous devons montrer l'exemple aux autres entreprises que nous, en tant que service de l'emploi public, nous sommes à la tête de l'évolution, nous prenons notre rôle très à cœur, nous dirigeons, nous montrons l'exemple, nous en sommes capables, nous créons ces maisons de capacité, de compétences, nous sommes un oasis de capacité, de compétences à travers nos entreprises, nos employés, nos employeurs. Mes chers amis de AMCEP, voici donc ma courte présentation sur comment nous devons gérer ces défis d'avenir, comment nous pouvons créer et utiliser les cadres en tant que base pour les actions et les stratégies des services de l'emploi public, et que si grâce à nos activités, en montrant l'exemple, nous pouvons convaincre d'autres entreprises que nous, en tant que service de l'emploi public, pouvons être suivis
étant donné justement cette situation du Covid-19. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Et je vous souhaite un dialogue enrichissant parce que cela concerne vraiment le service des emplois publics partout dans le monde. Je pense que l'AMSEP est un réseau fort et en échangeant des idées, nous pouvons réellement influencer le monde du travail plus que n'importe quel autre réseau de travail. Merci beaucoup pour vos mots encourageants. Je passe maintenant la parole à Alex Nunn, qui est le chef du Centre de recherche sociale, culturelle et juridique de l'Université de Derby, qui se concentre sur la gouvernance et sur les services de l'emploi public. Vous avez travaillé pour la Banque européenne de développement et la Commission européenne. La parole est à vous. Bonjour. Merci Miguel. Merci. Je vais rester bref parce que je suis réellement en accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci de m'avoir invité, de me donner la parole. J'ai hâte aussi d'en entendre plus des autres présentateurs. On m'a demandé de parler de la crise actuelle, du futur du travail et comment cela va toucher aussi les services de l'emploi public. Et je pense que beaucoup de choses ont déjà été mentionnées. En fait, je pense qu'il est très important de penser aux conséquences primaires et secondaires de la crise actuelle. Au court terme, nous verrons les conséquences primaires, donc le chômage, mais aussi d'autres entreprises qui ont du mal ou qui ont eu des effets compétitifs de la crise et que ces entreprises, tout simplement, ne vont pas survivre. Je pense que là, nous pourrons aussi voir sur le long terme des structures changeantes, par exemple des restructurations sectorielles, des pressions sur plus d'automatisation. Nous pouvons aussi peut-être voir plus de normalisation de certaines activités et aussi des effets de retour sur, entre autres, les services de l'emploi public, mais aussi en dehors de l'Europe qui vont formaliser en fait le marché du travail. Nous avons aussi donc des effets secondaires avec des pressions qui sont importantes en ce moment sur les ministères des Finances, en ce moment, mais qui continueront aussi à l'avenir. D'autres effets, donc différentes parties du monde, etc. Nous verrons aussi, je pense que c'était très intéressant de souligner justement le changement climatique, les migrations. On verra aussi là des modifications de certains modèles là qui résulteront de la crise actuelle. Et je pense que les services de l'emploi public sont vraiment en première ligne de réponse, pour trouver des réponses immédiatement, en effet. Donc pourquoi est-ce que nous devons faire face à cette problématique de chômage immédiate? Donc il ne faut pas abandonner le fait de comprendre les effets du changement sur le marché du travail. Donc il est extrêmement important de gérer les pressions immédiates, mais aussi de se concentrer continuellement sur le long terme et ses développements. Donc, parce qu'il n'y aura pas non seulement un chômage très élevé, mais aussi sur certains groupes sociaux, certaines personnes auront plus de mal à rentrer sur le marché du travail. On aura aussi d'autres personnes qui chercheront de l'emploi et qui auront des problèmes de compétences, non seulement à cause de la nouvelle technologie de certains secteurs, mais aussi parce que s'ils n'ont pas cherché d'emploi pendant longtemps, ils vont vraiment être déconnectés de ces activités de recherche d'emploi, justement. Et donc maintenant, je pense et j'espère que nous essaierons de nous remettre de cette crise et que les services de l'emploi public ont pris une approche gouvernementale et de vraiment tenter de conduire le marché du travail, de prendre ce rôle et avec des manières
complémentaires, donc avec des compétences, des politiques, des régulations, mais aussi nationalement, nous avons différents marchés du travail. Et qu'il y a ce travail qui peut être réalisé de manière locale. Et parce que nous pensons que nous allons voir des changements très rapides sur le marché du travail, donc il faut aussi inclure les employeurs dans ce processus. Et aussi les syndicats, peut-être les ONG, d'autres groupes donc, parce que eux connaîtront les changements aussi et seront peut-être une bonne source d'information, d'apprentissage pour nous. Et pour la réponse, pour la réaction immédiate, tout de suite, il est important de continuer à travailler là où c'est possible. Donc s'il y a un rôle pour développer des emplois potentiels, il faut peut-être appuyer cela, ce type de programme, mais si ce n'est pas possible, faire en sorte que les personnes restent actives grâce à des formations, donc améliorer leurs compétences. Il faut abandonner ou changer les attentes les attentes si quelqu'un souhaite rentrer rapidement sur le marché du travail, parce que ça, ce n'est pas très réaliste pour le moment. Il faut utiliser la crise actuelle comme une opportunité d'apprentissage avec des compétences qui vont changer, des besoins sur le marché du travail qui vont changer. Il faut aussi promouvoir et renforcer le rôle, la protection sociale. Nous avions un concept en Europe il y a quelques années qui était très populaire, qui a un peu disparu depuis, concernant la flexicurité. Donc je pense que ça, c'est de plus en plus important comme concept. Donc utiliser la crise pour renforcer d'autres aspects, voir la différence entre les compétences de base, ces programmes qui peuvent être plus généralisés, et aussi d'autres programmes plus précis, plus spécialisés sur les besoins des employeurs qui sont peut-être aussi plus petits, plus localisés. Il faut investir avec différents employés. Peut-être que quand il y a des institutions, il y a la possibilité d'impliquer d'autres employés dans différents secteurs. Et par rapport à ce commentaire du changement climatique, encourager les changements de manière de travailler des employeurs afin de faire en sorte de, par exemple, réduire le temps et les distances de travail. Donc encourager le travail en ligne. Et bien sûr aussi, étant donné les contraintes et les ressources, on a des difficultés d'utilisation des outils en ligne et peut-être aussi faire des formations par rapport à cela. Il est donc important de partager les informations claires en tant que fonction d'échange sur les marchés du travail. Une des choses importantes qu'il faut réaliser, c'est partager des informations pour les personnes concernant ces changements, justement. Donc, 4 points. Garder les personnes, faire en sorte qu'il y ait plus d'activités, garder les partenariats. 3, comprendre les informations et la partager. Et numéro 4, prendre des opportunités afin d'utiliser cette crise pour encourager la protection sociale, les formations de qualité et encourager les changements bénéfiques de l'organisation du travail. C'est tout pour moi et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci Alex. J'ai 2 questions. Une pour vous, Alex, et une pour Fons. Alors, Fons, vous avez parlé de votre concept de travaillabilité. Vous avez dit également que il y a un lien entre les travailleurs et les employeurs. Et effectivement, par le passé, le lien était assez direct. Vous avez aussi parlé du rôle
des employeurs, pour donner l'exemple. Mais ma question, c'est de savoir ce que les salariés, les employés peuvent faire pour améliorer la relation avec l'employeur et pour montrer l'exemple aussi, d'une manière ou d'une autre. Fons, c'est à vous. Merci, Miguel, pour cette question ô combien essentielle. Pour moi, effectivement, c'est un concept très important. Alors, dans notre système d'emploi public, nous avions effectivement une base de données des compétences pour correspondre aux emplois vacants, mais je sais que la relation est essentielle. Les relations entre les entreprises et les salariés doivent être durables. Et par exemple, si vous posez la question à de jeunes chercheurs d'emploi, ils vous diront directement qu'ils connaissent très bien les valeurs qui sont essentielles pour eux dans leur travail. Bien davantage que ma génération. Nous voulions avant tout avoir un emploi, assurer notre revenu, c'est tout. Mais maintenant, les jeunes, ce n'est pas la même chose. Ils cherchent avant tout un emploi qui corresponde à leurs valeurs. Une entreprise durable, par exemple. Est-ce que l'entreprise investit dans la révolution climatique, dans de nouvelles formes d'énergie? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui promeut l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Donc on voit clairement que les nouvelles générations sont davantage intéressées par une politique ressources humaines d'une entreprise qui serait davantage tournée vers l'avenir. Et les mêmes valeurs que eux possèdent. Donc il est important de savoir ce que les entreprises font pour investir dans des carrières durables, dans un environnement durable. D'où l'importance pour les chercheurs d'emploi de remettre en question, de poser des questions plutôt sur la stratégie, les orientations, les valeurs des entreprises. Et c'est surtout vrai pour les nouvelles générations. Et cette nouvelle génération est d'ailleurs celle qui est confrontée de plein fouet à la crise du Covid-19. Il est donc important de réfléchir à comment on peut gérer au mieux sa carrière à l'avenir dans une réalité aussi incertaine. Merci beaucoup, Fons. Alex, vous avez dit que la mise à jour des compétences sera essentielle, la formation sera prépondérante à l'avenir. Beaucoup d'agences d'emploi public ont des formations en interne, ont la capacité de fournir des formations avec des formations orientées professionnelles ou des formations plus techniques. Il y a parfois des partenariats qui sont mis en place pour cela. Et quelles sont vos vues pour l'avenir? À quoi devrait ressembler la formation de l'avenir? Est-ce que les services d'emploi public devraient faire davantage appel à de la contractance externe? Est-ce qu'il faut en organiser davantage en interne? Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, au niveau de la recherche, ce qui ressort toujours, c'est la différence entre les compétences générales, qui sont assez courantes, et je pense que beaucoup de ces compétences peuvent être apprises en interne, et les compétences plus spécifiques, plus techniques, qui changent, elles, très rapidement, parfois pour des emplois donnés. D'où la difficulté pour les services d'emploi public de fournir des formations à ce niveau-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des connexions avec des partenaires pour pouvoir connaître les besoins actuels en termes de formation. Il faut parler avec les employeurs et utiliser ces informations justement pour les transmettre aux principaux candidats sur le marché de l'emploi. Mais évidemment, il est très compliqué pour les services d'emploi public de mettre en place des formations spécifiques sur des données très techniques, vu leur capacité restreinte. Merci beaucoup, Alex. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire. Merci, Alex et Fons. D'ailleurs, on nous a demandé si la présentation de Fons allait être transmise. Ce sera le cas. Et on nous a aussi posé la question de savoir si l'enregistrement de ce webinaire serait transmis. Alors, on verra avec le secrétariat. Maintenant, on va passer à une présentation qui se penche davantage sur la situation sur le terrain des services d'emploi public,
Par rapport à la gestion des défis que représente la crise du Covid-19, on a un exemple du Togo, de la Tunisie et de l'Espagne. C'est un honneur pour moi de donner la parole désormais à M. Amoussou qui va nous présenter le cas de l'Agence nationale de l'emploi du Togo. C'est le directeur général de cette agence. C'est aussi le président du Conseil réuni. Son travail, son expertise s'étend sur de nombreuses années. Il est spécialisé dans de nombreuses questions, notamment sur celle des formations et également très au fait des liens importants avec les employeurs. Donc on va l'écouter. Merci beaucoup. Je vais faire d'abord la présentation des mesures qui ont été prises au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi. Je ne vais pas parler de ce qui a été fait au niveau du pays et puis les chantiers qui sont sur la table maintenant et sur lesquels nous souhaitons travailler avec la coopération internationale. D'abord, ce que je peux dire, que c'est la panique générale. Si on peut dire, lorsque la contamination a pris l'ascenseur au Togo et qu'il y a eu les premiers morts, tout le monde était paniqué. Et nous savions pas ce qu'il fallait faire véritablement. Et rapidement, nous avons reconfiguré un certain nombre de services que nous délivrons à la clientèle, aux usagers, notamment ce qui est lié à l'évaluation de la capacité des demandeurs d'emploi, leurs compétences primaires, pour pouvoir les placer, de même que les qualités entrepreneuriales. Ce qu'on a fait, on a fait de petits groupes de 15 personnes et nous avons respecté la distance de 1 mètre. Lorsque l'espace permet de le faire, nous le faisons en présentiel, mais nous limitons la présence au maximum. Nous ne prenons pas de grands groupes pour éviter la contamination. Mais les 15 personnes par groupe, nous faisons des entretiens par WhatsApp et également par d'autres moyens, pour autant que les jeunes en venant dans nos espaces peuvent bénéficier de notre connexion. Donc, on les met à distance et avec leur smartphone, ils peuvent suivre ces entretiens-là avec le conseiller qui interagit avec eux. Nous avons également, au niveau de la délivrance de la carte de demandeur d'emploi, non, on ne fera pas de PowerPoint. J'ai voulu me libérer du PowerPoint et je ferai en direct. Et donc, nous avons également, pour les délivrer la carte, habituellement, les jeunes venaient pour pouvoir saisir les données sur les ordinateurs. Mais il y avait un risque de contamination. Et donc, nous faisons en sorte qu'ils viennent, ils remplissent des fiches en papier. Et les conseillers se chargent après, en portant les gants et en portant les masques, de saisir les données. Et puis après, on donne un rendez-vous pour que les jeunes viennent chercher les cartes quand ils ont besoin d'une opportunité pour les entreprises, l'obligation étant de présenter une carte de demandeur d'emploi. Nous avons également pu avancer sur les services. Par exemple, pour le recrutement, nous utilisons notre grande salle, mais en prenant les candidats un à un, puisque les entreprises nous demandent de faire des tests de recrutement. Le jury, les gens sont séparés, portent des masques, se lavent les mains, mais il y a un défi. Il faut que nous puissions organiser un peu mieux le e-recrutement. Ça, on va le noter comme un élément approfondi pour que tout soit digitalisé le maximum possible et que même les entretiens de recrutement puissent se faire le maximum de fois en ligne. Nous avons également un programme que nous délivrons pour le gouvernement plaçant les jeunes en stage dans les entreprises. Ça, nous avons ralenti véritablement. Et les entreprises qui prennent des dispositions de protection et de mesures de barrière, c'est celles-là que nous visitons en priorité. Celles qui ne prennent pas des dispositions, on leur dit, prenez les dispositions avant que nous puissions faire les visites, avant de vous placer les stagiaires. Mais on a dû ralentir donc le placement des stagiaires, ça a repris maintenant avec de nouvelles dispositions. Mais le souci majeur, c'est la sécurité de nos conseillers, mais aussi des demandeurs d'emploi. Pour les autres prestations comme l'éveil entrepreneurial, l'accompagnement
d'accompagnement au plan d'affaires. Ça aussi, nous avons donné les instructions avec le service communication pour que nous puissions donner plus de crédit aux demandeurs d'emploi ou aux demandeurs d'assistance à la formulation de plans d'affaires, que ça puisse se faire en ligne. Donc, un gros défi, c'est que les jeunes n'ont pas accès au numérique. Nous sommes obligés maintenant, par groupe, de leur payer des connexions 4G, ce qui permet de faire les transactions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au niveau administratif, nous avons reconfiguré les équipes, bien sûr, en mettant ceux qui ont des congés en stock, énormément de les mettre tous en congé. Et puis, la présence à minima, comme ça s'est fait à Pôle emploi et ailleurs, mais aussi en faisant des roulements des équipes assez légères. Parce que les gens qui étaient dans des salles où ils sont nombreux, nous avons réduit la présence dans les salles. Une autre innovation, c'est d'utiliser le Zoom conférence et le Skype conférence. Beaucoup. Sur notre territoire, pour faire mes réunions maintenant avec les conseillers et les directeurs, c'est le Zoom conférence. Et ce qu'on a pu remarquer, les endroits où il y a la connectivité défaillante, ça nous a obligés à renforcer cela. Mais ce n'est pas toujours évident. Et dans les provinces où il n'y a pas la 4G solide, le Wi-Fi solide, ça nous a posé beaucoup de problèmes comme contrainte. Ce que je peux indiquer en termes de projets sur la table, sur lesquels nous travaillons. J'ai demandé à ce qu'on rédige un projet de formulation d'offres de services e-learning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre première clientèle, c'est les demandeurs d'emploi. Le modèle que Pôle emploi utilise avec Open Classroom et également le modèle du service public d'emploi sud-coréen, que nous avons montré à Paris lors des assises de l'AMCEP automne 2017 ou 2018. C'est ce modèle que nous voulons emprunter pour que nous puissions offrir des formations en ligne le maximum possible pour cette clientèle de demandeurs d'emploi. Mais il faut alterner l'apprentissage en ligne avec le présentiel, mais en tenant compte des mesures de distanciation. La deuxième clientèle dont a parlé M. Fons Leroy, on voit que les services d'emploi doivent développer une ingénierie de formation et des services pour les travailleurs déjà en poste. Parce que le risque, si perte de l'emploi avec les crises, ça nous revient en face au chômage. Donc nous ne laisserons plus cette clientèle dans les agences de fonds publics de formation professionnelle, mais dont légitimité doit nous permettre de formuler une offre vis-à-vis de cette clientèle. Le deuxième projet, c'est la reconfiguration de tous nos outils qui ont été designés pour faire du présentiel. Lorsque vous voulez recevoir un jeune, pour évaluer ses compétences, on doit avoir maintenant des outils. Sensibiliser les jeunes à utiliser nos services, c'est avec les images, avec les NTIC et avec la digitalisation. Tous les outils doivent être reconfigurés de telle façon que nous puissions les délivrer avec la digitalisation. La troisième piste, c'est que nous avons reconfiguré nos budgets pour être capables de donner des crédits de communication aux jeunes quand on les accompagne. S'ils n'ont pas de crédit de communication, qu'est-ce que nous allons faire donc? Puisque je ne vais plus beaucoup prendre les avions, voyager avec des billets d'avion en classe affaires, puisque je ne vais plus utiliser trop les voitures pour me déplacer dans le pays, j'ai demandé qu'on redistribue le budget pour que les jeunes aient un budget de communication. Le quatrième élément, c'est que le ministère de l'Agriculture nous a sollicité pour organiser la bourse de l'emploi agricole. Avec les dispositions anti-Covid, les gens ne peuvent plus se déplacer d'une ville à l'autre, alors que la main-d'œuvre est dans le fond des villages. Donc le ministre de l'Agriculture nous a sollicité pour qu'on organise et l'inscription des ouvriers agricoles sur une base de données, une bourse, jusque dans les langues locales, de façon qu'on puisse connaître la disponibilité de la main-d'œuvre. Et aussi les entreprises agricoles doivent formuler aussi leurs besoins pour qu'on puisse faire le matching. Ça représente 40% du PIB et les 2/3 des emplois dans le pays. Ce marché a été délaissé, il est dans l'informel. Donc nous sommes en train de l'organiser avec le ministre de l'Agriculture
France, en Espagne ou ailleurs, on est un bon machine du marché de travail agricole. Nous avons également des formations de courte durée que nous avons designées avec la guise de PNUD. Mais comment faire des formations de courte durée si on n'est pas en présentiel? Et donc, on doit également revoir ça comme alternance. Donc, voilà les éléments clés qui sont sur la table et sur lesquels nous avons besoin de la coopération. Le modèle pour l'emploi Open Classroom est sud-coréen avec les formations en ligne. C'est ça que elle m'a quitté. Complètement. Thank you very much for your presentation and Merci beaucoup pour votre présentation et je vais passer la parole à M. Youssef Senida, le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi en Tunisie. Vous avez travaillé pour la présidence de la Chambre du commerce de la Tunisie. Vous avez eu différentes orientations professionnelles, reconversion. Vous avez travaillé notamment sur l'employabilité des jeunes au cours de votre carrière. Et maintenant, la parole est à vous. Bonjour à tous, alors j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Très ravi d'être parmi vous. Je voudrais d'abord profiter de ce moment où le monde est réuni, le monde des services publics de l'emploi, pour saluer mon très cher ami Si Abdelmonem, président de l'AMCEP, avec qui nous avons eu une discussion d'ailleurs téléphonique avant-hier pour parler un peu de nos expériences communes et partagées. Donc ça montre déjà que l'esprit de l'AMCEP est déjà en nous et qu'il faut qu'on continue dans cette optique-là pour pouvoir tous partager des expériences dans un moment aujourd'hui où l'emploi est au centre de tous les challenges. Et d'ailleurs, quand l'emploi est au centre des challenges, je ne crois pas qu'il y ait de frontières. Et donc c'est très important qu'on puisse tous partager nos expériences. J'aimerais aussi saluer mon ami du Togo. Je suis très heureux de le revoir aujourd'hui et de l'écouter. Et puis aussi toute l'équipe de l'AMCEP que je remercie pour l'organisation de ce webinaire qui est très important pour nous dans une période comme celle-ci. Alors je vais parler de la Tunisie. Vous voyez, je suis chez moi, mais je dois dire que nous avons eu quand même la chance en Tunisie d'avoir eu une gestion de crise qui est assez favorable pour nous. Je suis chez moi parce que c'est un jour férié et que nous sommes en vacances, mais par contre le travail et le déconfinement a repris depuis maintenant le 4 mai dernier. Nous avons à peu près enregistré depuis une dizaine de jours 0 cas sur le territoire tunisien, à part les cas qui sont importés, c'est-à-dire les Tunisiens que nous sommes en train de rapatrier depuis le début, et donc qui sont bien sûr directement confinés dès leur arrivée à l'aéroport. Donc la situation est pour l'instant sous contrôle, j'espère, et on croise tous les doigts pour que cela continue. Ce qui veut dire aussi que c'est un grand challenge parce que aujourd'hui l'emploi et tout ce qui est économique devient en première ligne. Nos amis soignants qui ont fait un travail extraordinaire pendant cette période-là avec, pour vous donner une idée, aujourd'hui la Tunisie a enregistré à peu près 1000 cas et 47 décès, donc on n'a plus aussi de décès depuis quelques semaines aussi, donc on continue à croiser les doigts. Mais maintenant c'est à nous de prendre le relais sur le plan économique, et donc au niveau de la NETI, ce que nous avons décidé de faire, c'est de travailler sur 3 grands paliers. Alors, dès le début de la crise, la première chose qui a été faite, c'est que nous avons accéléré la mise en place, et c'est un mot qui est revenu souvent
dans les discussions d'aujourd'hui, c'est nous avons accéléré le processus de digitalisation. L'ANETI avait déjà commencé dans la digitalisation, mais là nous avons vu que le Corona a si on pouvait trouver un point positif dans le Corona, c'est qu'il a accéléré la transformation digitale et qu'il a montré la nécessité de digitaliser. Et donc ce que nous avons fait, c'est que dès la première semaine à peu près d'avril, donc à peu près une semaine avant le début de la crise, après le début de la crise, nous avons lancé une plateforme de formation digitale qui s'appelle ANETI Tkaoun. ANETI Tkaoun voulant dire ANETI forme-toi ou train yourself. Et donc cette plateforme-là regroupe un certain nombre de formations digitales qui vont permettre aux chercheurs d'emploi qui sont chez eux, qui étaient chez eux confinés, de pouvoir suivre un grand nombre de formations, que ce soit sur le plan emploi, employabilité, mais également peut-être la particularité de l'ANETI en tant que service public de l'emploi, c'est aussi de travailler sur l'entrepreneuriat. Donc il y a aussi un grand nombre de formations qui étaient liées à l'entrepreneuriat. Une idée rapide sur la structure, l'ANETI c'est 1500 employés, la Tunisie c'est 12 millions d'habitants, donc il y a 1500 employés au niveau de l'ANETI qui sont répartis sur 111 agences qui sont sur tout le territoire tunisien, avec 24 espaces entreprendre, donc des espaces liés à l'entrepreneuriat, et 90 à peu près, ou 87 agences d'emploi. Donc nous avons deux grands volets qui sont l'emploi et l'entrepreneuriat, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu directement permettre aux jeunes qui ne pouvaient plus venir en présentiel et qui ne peuvent pas encore aujourd'hui, car nous ne commençons que la dernière phase du déconfinement dès le lundi prochain, ne peuvent pas venir. Et donc nous avons voulu leur apporter les formations à domicile et chez eux. L'un des deuxièmes choix que nous avons fait très très rapidement, c'est que nous avons continué et nous avons augmenté le nombre de contrats aidés pour pouvoir permettre aux entreprises de faire appel à plus de contrats aidés, à savoir avec des exonérations de charges patronales, mais également une participation dans le salaire des employés pour pouvoir directement les aider. Et ça a été fait en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Et enfin, ce que nous avons aussi fait, et je dois le dire, les employés de l'ANETI ont été vraiment courageux, c'est que nous avons quand même continué à travailler au sein des bureaux. Nous avons mis un service minimum. Les bureaux étaient fermés pour l'extérieur, mais sont restés ouverts à l'intérieur avec bien sûr un service minimum avec uniquement le chef de l'agence et peut-être un conseiller avec lui, pour pouvoir assurer également le mandatement et les paiements de tous les contrats aidés. Il faut savoir que l'ANETI gère le Fonds national de l'emploi et donc il y a de l'argent qui doit être versé pour les gens, et encore plus dans une période de crise comme celle-ci. Donc à court terme, ce sont à peu près les grandes décisions que nous avons prises, avec bien sûr pratiquement 80% de nos services que nous avons réussi à rapidement mettre par email le dépôt des dossiers, etc., pour continuer à suivre nos clients. Bien sûr, tous les services secondaires, eux, nous les avons laissés de côté pour l'après-Corona. La deuxième grande étape, c'est de travailler sur le moyen terme. Et au niveau du moyen terme, nous avons préparé une série de mesures qui ont touché différentes populations. La première population, ce sont les entrepreneurs. Et nous avons mis pour cette population en fait un budget avec nos amis de la Banque mondiale. Nous avons travaillé et de l'Agence française de développement, nous avons travaillé sur un budget pour leur permettre de recevoir une prime supplémentaire. Tous les entrepreneurs et promoteurs inscrits à l'ANETI et bénéficiant de bourses vont recevoir un budget supplémentaire pour pouvoir être accompagnés dans cette période difficile. Nous avons également mis en place un programme d'aide pour les pertes d'emploi, c'est-à-dire les gens qui vont être licenciés pendant cette période-là. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un programme pour essayer de les mettre en priorité pour retrouver un emploi, et donc avec des programmes pour aider les entreprises, ne pas payer d'exonération patronale, avoir aussi des aides sur le salaire au niveau de l'État tunisien, etc., etc. La troisième population que nous avons visée, et ça c'est peut-être important de partager avec certains pays qui connaissent aussi la présence du secteur informel. Nous avons vu que le secteur informel a été très touché pendant cette période-là, parce que, comme l'a dit mon ami Abdelmonem,
on a vu la force et le besoin de la chose publique pendant cette période-là. C'est-à-dire que tout le monde était en panique et tout le monde est encore en panique et on regarde, on se tourne vers l'État. Et c'est là où on comprend le besoin de l'État, surtout pour les gens les plus vulnérables. Et bien entendu, les gens qui sont dans l'informel ne rentrent pas dans le circuit de l'État et ne peuvent donc pas bénéficier d'aide puisqu'ils ne sont pas forcément déclarés et que leurs entreprises ne respectent pas officiellement la loi. Et donc nous avons mis en place tout un programme aujourd'hui d'accompagnement pour le passage de l'informel vers le formel, de sensibilisation, dans lequel nous allons faire participer un grand nombre d'instituts de microfinance. Nous le faisons en partenariat avec nos amis du BIT en Tunisie, et donc avec un objectif aujourd'hui d'avoir un maximum de personnes qui reviennent vers le secteur formel pour pouvoir être protégés, non seulement pour revenir dans la légalité, mais qu'ils puissent être protégés dans des périodes comme celle-ci. Et enfin, bien sûr, la dernière cible et la dernière population, ce sont les entreprises. Et là aussi, nous avons mis un programme assez grand au niveau des entreprises pour pouvoir aussi les accompagner en fonction du secteur qui est touché. Vous savez que le tourisme est un secteur clé pour la Tunisie. Nous sommes déjà en train d'essayer de redémarrer, étant donné les signaux positifs aujourd'hui de la non-existence de Corona, en tout cas dans le pays à l'intérieur. Mais le tourisme est très touché. Nos hôtels sont tous fermés. Ils sont juste réquisitionnés pour les personnes revenant de pays étrangers. Le textile, lui, s'en sort grâce aux masques, etc. Mais l'agriculture, etc., il y a beaucoup de secteurs touchés. Donc nous allons cibler ces entreprises-là, surtout les domaines de la formation professionnelle, les petits artisans, les menuisiers, les bouchers, les coiffeurs, etc. Et puis, à côté de ça, nous avons aussi ciblé en fonction de la taille des entreprises, en fonction des chiffres d'affaires. Et donc nous allons donner des aides à chacune des entreprises qui sera jugée en nécessité pour pouvoir leur permettre soit de payer une partie du salaire, soit de payer des fournisseurs, soit un loyer, etc. Donc nous avons mis en place une plateforme digitale. Alors ce n'est pas nous, mais je parle sur un plan gouvernemental au niveau du ministère des Finances, avec le ministère des Affaires sociales, avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous avons mis en place une plateforme digitale qui s'appelle Help Entreprise et une autre qui s'appelle Batinda, donc qui parle des patentes, pour que toutes les entreprises puissent s'inscrire et que le filtre commence. Donc voilà un peu les mesures moyen terme qui sont post-Covid et qui doivent être mises en place très très rapidement aujourd'hui pour faire face à cette crise en Tunisie. Et enfin, peut-être je conclurai pour parler du long terme. La crise est là, bien évidemment nous devons réagir, nous devons faire des mesures adaptées, mais nous ne devons pas aussi oublier qu'il y a un cap. L'ANETI a lancé depuis maintenant plusieurs mois la vision ANETI 2030. Et donc notre objectif aussi, c'est de tenir à cette vision ANETI 2030 avec 4 grands piliers qui sont la digitalisation, la qualité. Aujourd'hui, je pense que nos services publics de l'emploi souffrent un peu d'un problème de qualité et qu'on se focalise beaucoup trop sur la quantité, toujours rechercher les chiffres, et que finalement l'entreprise doit avoir aussi une offre qualitative en termes de chercheurs d'emploi. Et donc cela me mène au troisième axe que nous avons choisi, qui est la communication, parce que la qualité est liée aussi à l'attractivité et à la communication que nous pouvons aujourd'hui véhiculer auprès des citoyens. Enfin, le quatrième axe, c'est l'ANETI Academy. Je peux vous annoncer en avant-première que nous avons débuté la création d'une académie de formation de l'ANETI qui sera certainement vouée à l'international aussi pour pouvoir permettre à l'ensemble des services publics de l'emploi de venir partager leurs expériences chez nous avec un suivi de carrière, avec l'accompagnement des conseillers d'emploi, avec un hub, un lab pour l'entrepreneuriat, etc. Donc ce sont les 4 grands axes de l'ANETI. Donc voilà un peu cette vision-là, avec une accélération très grande bien sûr de la digitalisation. Nous prévoyons, j'espère d'ici la fin de l'année, lancer un nouveau portail web de l'ANETI qui aura un système de matching avec intelligence artificielle, un accompagnement des chercheurs d'emploi avec un diagnostic. J'entendais tout à l'heure l'importance de cet accompagnement technique. Aujourd'hui, on aimerait que tous les chercheurs d'emploi puissent s'inscrire sur le portail de l'ANETI, avoir un test
psychométrique, technique directement dès l'inscription qui va nous laisser un diagnostic et ce diagnostic-là nous permettra de l'orienter vers la formation digitale d'un côté et vers la formation présentielle au sein de nos agences selon un parcours qui correspond beaucoup plus à la personnalité des candidats. Donc c'est vers ce modèle-là que nous allons avec la création depuis 1 an du référentiel tunisien des métiers et des compétences qui est un peu, j'ai vu que... Thank you very much, Monsieur Fenida. We're coming to the third example. We are coming to the end of the officially scheduled time, but bear with us. We are a little bit behind the time, but not much. Alors on arrive plus ou moins à la fin du temps qui nous est imparti, mais restez avec nous. Je pense qu'on a encore 15 minutes ensemble. Et puis n'oubliez pas de rester par la suite. Le premier intervenant qui nous reste, c'est Francisco Caparros. Alors, il est responsable de l'évaluation des processus de qualité dans son pays, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. Et vous êtes expert, je pense, sur le marché de l'emploi, Francisco. Depuis de nombreuses années, vous travaillez dans ce domaine. Et vous travaillez en collaboration avec l'Union européenne, avec l'OIT et d'autres partenaires. Francisco, la parole est à vous. Merci beaucoup. On nous a parlé déjà de ce qui a été réalisé en Espagne sur le marché du travail. Et je vais essayer de vous montrer aussi donc ma présentation. Les voici. Vous voyez donc que nous faisons partie du réseau européen. Nous faisons partie de l'AMCEP. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et quel est le système en Espagne? Parce que souvent, cela affecte aussi la politique que nous allons mettre en œuvre ensuite. Donc nous avons plus de 17 SPE régionaux. Nous en avons qui sont dans différentes régions. Nous représentons le système espagnol au niveau international. La seconde partie, ce sont les SPE régionaux, les politiques régionales et locales de l'emploi. Mais il est important de souligner que les deux niveaux, donc nationaux et régionaux, ont des bureaux. Il y en a plus de 700 pour faciliter le travail et trouver l'emploi pour les demandeurs d'emploi. Mais que s'est-il passé en Espagne sur le marché global? Ce que je peux dire, c'est que on voit une tendance générale de chômage qui a été enregistrée en Espagne étant baissé de 2016 jusqu'à aujourd'hui, et on voit qu'on a des pics en été et en hiver à cause d'activités saisonnières comme le tourisme. Mais ce qui est clair, c'est que le coronavirus affecte fortement le taux de chômage. Vous voyez que la courbe reprend fortement, surtout à partir de mars 2020. La ligne verte représente le chômage des femmes et la ligne rouge, le chômage des hommes. Nous avions eu un choc sur le marché de l'emploi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'effets sur certaines activités économiques. Il est clair que nous avons aussi un problème d'inégalité entre les sexes. Il y a beaucoup plus de chômage chez les femmes que chez les hommes, donc il faut développer des politiques spécifiques pour certains groupes de la population. Les réponses politiques en Espagne peuvent être articulées en 5
grande partie. La prévention des licenciements, l'enregistrement des sans-emploi, l'amélioration de la couverture du chômage, les enjeux des politiques actives du marché du travail et les nouvelles stratégies des SPE. La prévention des licenciements. Donc, ce que nous avons fait en Espagne, c'est que nous avons mis en place une réglementation plus souple en matière de protection de l'emploi afin d'améliorer la protection des travailleurs et d'éviter les licenciements par le biais des régimes de protection des travailleurs temporaires. Ça signifie que le système espagnol aide les entreprises à maintenir leurs employés afin d'éviter les licenciements. Une autre politique importante sur ce terrain, c'est le traitement plus rapide des procédures de licenciement temporaire pour s'assurer que les contrats puissent être accomplis. L'enregistrement des sans-emploi. Nous tentons de simplifier l'inscription des demandeurs d'emploi pour accéder aux allocations de chômage et aux autres politiques. En ce moment, les chômages ne doivent pas se rendre aux agences pour s'inscrire et ils n'ont pas à renouveler leur inscription tant que les mesures de confinement du Covid sont en application. Ça signifie qu'il s'agit d'un effort supplémentaire pour les services de l'emploi public. Il faut plus de contacts en ligne et par téléphone. L'amélioration de la couverture chômage. Nous avons tenté d'aider les personnes à avoir un accès rapide aux prestations de chômage. Nous avons développé des procédures spécifiques pour les entreprises, un accès en ligne et aussi par téléphone. Nous avons suspendu les délais pour faire valoir les droits tant que les mesures du Covid sont en vigueur. Nous avons aussi incorporé des allocations et des prestations exceptionnelles pour les travailleurs indépendants, les industries culturelles, les travailleurs sociaux et le personnel domestique. Nous avons aussi tenté de mettre en place une compatibilité des allocations de chômage avec le travail agricole pour encourager le transfert de l'offre de main-d'œuvre vers le secteur primaire. Je suis sûre que tout le monde sont complètement d'accord avec l'impact du Covid sur les chaînes alimentaires mondiales et l'impact sur l'industrie. Donc nous ne pouvons pas arrêter cela, nous devons continuer et nous devons maintenir la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous pensons donc qu'il était important de réaliser une compatibilité des allocations de chômage avec le travail agricole. Donc, concernant les enjeux des politiques actives du marché du travail, nous avons déjà entendu dire que en Espagne, les mesures sont articulées en différents points, donc des mesures dans le domaine de l'EFP, les mesures dans le programme public pour l'emploi, les mesures concernant les services aux demandeurs d'emploi, les relations avec les employeurs et les mesures entrepreneuriales et d'économie sociale. Pour les mesures dans le domaine de l'EFP, nous allons pousser l'utilisation croissante des plateformes en ligne et virtuelles et intensifier l'enseignement à distance, tant que les activités donc face à face ne sont pas possibles. Nous avons flexibilisé les formations grâce à des formations et plus longues ou des pauses plus régulières. Pour les mesures dans les programmes publics pour l'emploi, nous tentons d'être plus flexibles, de faire en sorte que certaines stratégies qui sont touchées par le coronavirus peuvent être poursuivies et accompagnées d'autres activités plus générales affectées par la pandémie. Nous allons
réaliser une instauration de nouveaux programmes régionaux pour stimuler la demande de main-d'œuvre dans les municipalités après la crise du Covid-19. Pour ce qui concerne les mesures concernant le service aux demandeurs d'emploi et les relations avec les employeurs, nous avons la promotion des services aux employeurs fournis en ligne, le recrutement numérique et une coopération accrue avec les services d'emploi privés et autres intervenants. La consultation en ligne est un accent qui est mis sur les professions en pénurie comme les services de santé, les soins sociaux et les activités agricoles. Pour les mesures entrepreneuriales et d'économie sociale, nous avons mis en œuvre une assistance technique et un soutien financier pour maintenir en vie les micro-entreprises. En ce moment, nous devons évidemment être plus flexibles pour continuer de l'avant. Et comme je viens donc déjà de le dire, nous avons une assistance technique pour nos entrepreneurs et les micro-entreprises avec des crédits, etc. Aujourd'hui, le système espagnol tente de redessiner la stratégie des SPE parce qu'il est clair qu'il faut s'adapter, il faut adapter nos modèles passés à cette nouvelle situation et cela signifie que nous devons relocaliser certains travailleurs, changer des systèmes parce que nous sommes plus en ligne qu'auparavant, que jamais auparavant même. Nous avons besoin de plus de coopération, plus de travail entre les PSE et les nationaux et régionaux. Et nous devons préparer les SPE au marché du travail et à l'économie après le Covid-19. Il faut donc reconstruire un plan national pour l'emploi et faire une collecte de fonds, mais il est important de souligner que nous nous concentrons toujours sur les employés. Nous avons un plan national pour l'emploi des jeunes, parce que le chômage des jeunes a doublé par rapport au chômage des autres groupes de population. Et nous avons aussi un problème avec les chômeurs de longue durée. Nous estimons en Espagne que personne ne peut être laissé en arrière et nous devons vraiment nous concentrer sur toutes les parties de la population. J'aimerais maintenant terminer juste en faisant une remarque. Je pense qu'il est important de faire de notre mieux et de faire en sorte que nous montrons que les SPE montrent leur pertinence. Il y a un tsunami sur le marché du travail. Les SPE doivent montrer son importance et montrer comment on peut aider la population. Nous avons donc une grande chance de montrer quelle valeur ajoutée nous pouvons apporter à notre société. Allons-y. Merci beaucoup. Et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Miguel, la parole est à vous. Merci pour tous ces mots encourageants et inspirants de nos trois orateurs. Je vais prendre une question du floor et que je vais poser à tous les trois orateurs. Donc, je vais peut-être commencer cette fois par Francisco. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'une des grandes chances, ça a été aussi une question qui nous a été posée, c'est que les services peuvent être restructurés. Donc nous pouvons passer d'un service qui était peut-être concentré plus sur quelque chose de présentiel à quelque chose de plus numérique. Mais peut-être qu'il serait aussi utile de mélanger les deux services, donc en présentiel et en numérique. Donc ma question pour vous, Francisco, mais aussi pour M. Fedida et M. Afonso, comment est-ce que vous prévoyez de fournir les services à l'avenir ? Donc, est-ce que vous vous dirigerez plutôt vers quelque chose de numérique ou est-ce que vous comptez encore sur le présentiel ? Quelque chose qui est très important et valorisé par nos clients. Ou est-ce que vous irez vers une combinaison ? Francisco, la parole est à vous. Je pense que c'est la question à 1 million d'euros. Quel sera le futur de nos services ? À mon avis, je pense que nous dirigeons vers un service plus
mixte. Les nouveaux services fournis seront fournis de manière numérique. Cela va rester sur le long terme. Mais nous avons aussi besoin de services en présentiel, face à face, pour les employés, les travailleurs qui n'ont pas les compétences d'interagir de manière numérique. Donc je pense que pour le futur, nous nous dirigeons vers un service mixte. Et qui sait, sûrement le numérique gagnera du terrain et il faudra donc se diriger vers ce type de solution. La parole est à vous. Monsieur Leguina, la parole est à vous. Monsieur Fenila. Je crois que nous avons perdu la Tunisie. Nous pouvons peut-être passer directement à Monsieur Amoussou du Togo. Me voilà. Oui, je suis d'avis avec mon collègue de l'Espagne qu'il faut un mix à la fois du digital et également du présentiel. Pour un pays comme le Togo, nous avons une fracture numérique assez importante. Les connexions Internet, la 4G n'est pas partout. Et puis, nous avons des demandeurs d'emploi qui sont fragiles et qui n'ont pas les ressources pour bénéficier des services en ligne. Donc, il faut une grosse intelligence pour développer les services numériques. Mais particulièrement, la grande masse parle dans les langues locales. Donc, il nous faut également mettre nos prestations aussi dans la langue locale. Si nous abordons l'intelligence artificielle, on peut en tenir compte pour que ce mix-là aille aussi vers les langues locales. Voilà ce que je peux dire. Merci. Now you were interrupted. Maybe we can go back to Monsieur Amoussou so that he can finish. Peut-être qu'on peut retourner vers Monsieur Amoussou pour qu'il puisse terminer. Une question de fracture numérique. La 4G n'est pas partout, le Wi-Fi, les fibres optiques ne sont pas partout. Et donc, nous devons tenir compte de cela pour pouvoir faire le mix des prestations numérisées, mais aussi du présentiel, en tenant compte d'avoir des mesures anti-barrières pour le Covid, mais au-delà du Covid. Mais l'élément particulier, c'est sur les langues locales. Nous avons une population qui n'est pas éduquée dans les langues internationales et nous pouvons délivrer ces services peut-être avec des outils radio et avec des langages simples, parce que tous ne peuvent pas avoir les téléphones portables 4G ou 5G. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, moi, pour ce qui concerne la Tunisie, je pense que nous avons quand même une certaine présence au niveau digital sur le territoire, mais il est impossible de ne plus parler de présentiel. Aujourd'hui, le coaching doit absolument avoir lieu aussi sur un mode présentiel. Il y a des populations qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est une question très difficile. Ça dépend des pays, ça dépend de la réalité de chacun des pays. Et puis, ça dépend aussi du type de population que l'on vise. Alors, il y a des populations avec lesquelles nous allons parvenir à faire un accompagnement qui sera digital. Et pour cela, il faut le faire, parce que plus nous allons aller vers le digital, vers des populations qui en ont besoin, plus cela va libérer du temps, et je pense que tous nos services publics de l'emploi ont le problème du manque de ressources humaines et donc du conseiller pour je ne sais combien de chercheurs d'emploi. Donc plus on libère de temps et qu'on se focalise sur des populations qui ont un besoin d'accompagnement plus grand, mieux c'est. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre, cette balance entre le digital et le présentiel. Donc repenser complètement le modèle d'une agence d'emploi. Qu'est-ce qu'une agence d'emploi modèle, après tout? Very much. We're at the end of our webinar, and I think we can conclude. Merci beaucoup. Notre
webinaire touche à sa fin et je pense que nous pouvons conclure en disant que cette crise, si dévastatrice et mauvaise qu'elle soit, présente aussi des opportunités pour ce service, pour modifier les politiques en tirant parti des ressources présentes qui aident beaucoup en ce moment pour aider les plus vulnérables, les personnes qui sont touchées par la crise. Et donc c'est ça ce que nous voulions dire en cherchant le bon mix, le bon mélange de services adaptés qui conservent ce que les services d'emploi public ont bien réalisé pendant toutes ces années, mais cela signifie aussi être proactif. Ça, nous en avons vu des exemples avec des services de l'emploi public qui le réalisent déjà ou qui en sont conscients, qui doivent le faire. Il faut aussi être l'exemple, ça a été souligné pour le nouveau monde du travail, donc vraiment montrer l'exemple aux autres et travailler en partenariat, donc en collaboration dans un monde qui est vraiment touché par la crise. Il faut compter sur les partenariats, c'est important. Voilà donc notre première conférence web. Merci d'avoir participé. Nous avions beaucoup de participants jusqu'à la fin, donc merci beaucoup d'être restés. Nous allons avoir d'autres conférences à l'avenir. Avant cela, nous aimerions savoir ce que vous en avez pensé. Pour ça, nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation par mail, très rapide. Et nous serions ravis si vous pouviez prendre quelques minutes pour nous dire ce que vous nous en pensez, répondre à quelques questions. Donc ça, par mail, pour qu'on puisse ensuite s'améliorer à l'avenir. Le sujet des prochaines conférences sont le téléworking, donc le travail à la maison, l'avenir du travail, etc. C'est un sujet particulier donc, que nous allons prendre en considération là, donc le travail à distance et son importance pour l'avenir. Et ensuite, le sujet sera les outils technologiques utilisés par les services de l'emploi public pour rester en contact avec les clients. Donc non seulement par les chercheurs d'emploi, mais aussi avec d'autres partenaires. Le panel d'aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés sur le contenu de nos orateurs. Donc nous remercions en particulier nos orateurs. Nous utilisons bien sûr aussi les outils. Donc aujourd'hui, nous avions un panel qui était vraiment un panel masculin. Et la prochaine fois, nous aimerions vraiment que des femmes aussi prennent la parole, nous envoient des présentations pour qu'on puisse les inclure et pour qu'on ait un panel un peu plus équilibré. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un réel plaisir de modérer cet événement pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt.